Hi, everyone. We're going to start in a couple minutes. It's Bonjour lovely. tout le monde, on va commencer très bientôt. Ça fait du bien de vous voir. Mon nom est Farrakhan. I love that some people are here twice. J'adore que je vois certains noms ici 2 fois. Okay, we're going to start. Alors, on va commencer. Alors, bonjour encore, mon nom est Farrakhan. J'ai tellement hâte de vous voir aujourd'hui. Alors, bienvenue à notre Évaluer les risques liés à la violence genrée pour rendre les campus plus sécuritaires. On est vraiment hâte d'avoir cette conversation ensemble. Mon nom est Farrakhan et je veux juste dire bienvenue à notre conversation. Je suis la directrice générale de Possibility Seeds et je suis la directrice exécutive de Courage d'Agir. Et j'adore être ici pour juste être entourée par les personnes incroyables. Alors ça fait toujours partie de notre série nationale Partage d'outils où on fait une présentation des matières et discute des différentes tendances urgentes, émergentes et différentes pratiques pour lutter contre la violence genrée sur nos campus. Aujourd'hui, on parle avec Dr. Sandy Jong et Dr. Jensen Mendoza sur un projet d'évaluation des risques communautaires. Cette boîte d'outils peut être téléchargée gratuitement sur le centre de connaissances Courage d'agir. Quand vous aimerez accéder à l'outil, vous allez voir une fenêtre qui va s'apparaître dans les prochaines semaines et on veut recevoir votre avis. Alors, c'est vraiment des commentaires qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce que vous avez besoin dans cette outil, comment il y a d'impact. Ce travail qu'on fait passe sur les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. Où je me trouve, c'est le territoire Mississauga, de Credit, Anishinaabe, des Chippewas, des Haudenosaunee et des peuples Wendat. Et en ce moment, maison de plusieurs Premières Nations, des Inuits et des Métis. Toronto est couvert par le traité 13. Ce traité était signé avec plusieurs groupes de Mississauga et Chippewa pour mieux prendre soin des ressources. C'était rompu par les colons européennes. Le processus de colonisation au Canada au cours des 2 derniers siècles ont donné cours à un génocide systématique contre les peuples autochtones. Ces actes de colonisation et génocide poursuivent aujourd'hui avec la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie des femmes et des filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Aussi, les surreprésentations des enfants autochtones et les personnes criminalisées se traduit dans les prisons. Aujourd'hui, on réunissant de répondre aux expériences de la violence fondée sur le genre et reconnaître que cette lutte décoloniale, on ne peut pas les séparer. Alors, on a besoin de travailler sur la décolonisation et souveraineté autochtone. Aujourd'hui, nous passons à l'action en invitant toutes les personnes présentes ici de lire les appels pour justice et le rapport final sur l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Si vous aimeriez mieux comprendre comment votre institution peut agir sur ces appels d'action, vous pouvez lire le lien dans le clavardage. Alors, on va aller au prochain. C'est Possibility Seeds dirige le projet Courage d'agir. Nous sommes conseils de cabinet dans le changement social. On veut travailler sur la justice, l'équité et l'inclusion. Nous pensons qu'il y a une possibilité de créer des lieux de travail, des organisations et des institutions plus sécuritaires. Ça fait 20 ans d'expérience qu'on travaille avec ces organismes dans les institutions publiques et privées. Et je veux juste soulever que c'est notre dernier webinaire
C'est vraiment, on va clôturer ce parti du projet de courage d'agir. Alors, c'est une initiative nationale visant à lutter contre la violence genrée à travers les campus postsecondaires au Canada. On travaille sur tout un développement d'un cadre national de vraiment prévenir les bases fondées sur le genre à travers le pays et avoir des moments de réagir. On a pu rassembler plus que plus parties prenantes. On parle plus que 170 experts, des défendeurs, des leaders d'opinion à travers le Canada. Et je veux juste remercier nos bailleurs de fonds. On a le financement qui vient du gouvernement fédéral. C'est les conditions féminines et l'égalité des genres du gouvernement. Alors, juste pour soulever, ce travail est difficile et j'avais besoin de prendre le temps pour prendre soin de moi-même à travers les années. Et souvent, beaucoup de personnes entre nous sont des survivantes et on connaît des personnes qui sont des survivantes de violences genrées. Alors, c'est juste garder en tête que il y a besoin d'avoir du soin de soi, si jamais. Et on a des ressources dans le clavardage si jamais vous avez besoin de prendre soin de vous dans nos conversations et avoir des outils à suivre. Pour parler de l'accessibilité, langage, il y a des liens accessibles. Vous pouvez voir le sous-titrage en anglais et vous pouvez écouter notre session en français. Il y a l'interprétation simultanée. C'est en bas de votre écran. Et à la fin de notre session aujourd'hui, il y a une petite évaluation, un sondage, et on veut vraiment recevoir vos opinions. Et c'est un sondage anonyme. Et après notre session, vous allez recevoir les résultats de notre sondage, aussi un lien pour l'enregistrement et vous pouvez partager cette vidéo avec vos collègues. Alors, je vais faire une petite introduction de nos interlocuteurs aujourd'hui, mais avant, je vais juste vous rappeler que vous pouvez poser des questions à nos panélistes et vous pouvez juste écrire dans la boîte de questions-réponses et on va essayer de tout répondre avant la fin de la session. Je vais introduire les personnes aujourd'hui. On a Dr. Jasmine Adoza qui travaille sur un projet d'évaluation de risque communautaire de la violence liée à la jambe et il travaille dans la psychologie. On a Sandy Jung, co-directrice d'un projet d'évaluation de risque communautaire lié à la violence fondée sur la jambe. Elle travaille à l'Université McEwen et moi, je suis Farah Khan et je travaille à Possibilities et aussi, je suis la directrice à le projet Courage d'agir. Alors, on commence. Alors, bonjour mes amis. Salut Farah. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. J'ai hâte de parler avec vous. Je voulais juste dire, j'ai presque comme peut-être faire comme une petite relation, d'encourager ces deux de sortir ensemble parce que j'avais tellement d'intérêt à ces évaluations de risques communautaires et vous ne connaissez pas. Alors, je voulais tellement que vous deux travaillez ensemble. Alors, de vous mettre en contact et encourager cette amitié et comment ça grand et pour grandir, ça fait tellement du bien de voir ça. Et oui, Farah, je voulais juste te dire que vous êtes tellement bon de créer ces liens et créer ces nouvelles amitiés. On est tellement impressionnés qu'est-ce qui a pu émerger de cette relation professionnelle, mais vraiment aussi amitié. Je pense que, Farah, on est endetté vers vous réellement. Alors, tout le monde qui ici dans notre webinaire, si vous avez besoin de cet réseautage, je suis ici pour vous aider. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cet outil est nécessaire ou était nécessaire? Et je pense que plusieurs personnes ont déjà nommé ces genres de raisons, mais je veux parler de cet outil en particulier. Alors, Sandy, est-ce que vous pouvez peut-être prendre cette question et on peut faire les allers-retours et se compléter? Alors, Farah? Qu'est-ce que je dirais? C'est bien en 2019, c'est vraiment quand le courage d'agir, le rapport, nos recherches sont sorties. C'était bien articulé
qu'on avait besoin d'un outil basé sur les preuves. Et ça a besoin d'être développé pour aider les établissements postsecondaires de vraiment être capable de documenter et montrer c'est quoi les enjeux de violence genrée, les risques que ça pose à ces établissements. Et ce qu'on voyait, c'est certaines institutions postsecondaires n'avaient pas des outils pertinents, adéquats pour vraiment voir c'était quoi les enjeux dans leur communauté. Et il y avait plusieurs établissements postsecondaires qui utilisaient des outils qui étaient basés sur un système juridique et avaient des bases plus de criminalisation comme pour les racines ou le fondement de ces outils. Et ça, c'est des problèmes parce que ces outils n'ont pas pris en compte un autre élément de commentaire parce que ça ne prenait pas en compte comment les institutions postsecondaires ou ces établissements d'éducation ou enseignement, regardez pas comment ces enjeux et cet environnement sont uniques avec cette relation de violence fondée sur le genre. Parce qu'on parle des jeunes adultes et des environnements sociaux. Il n'y avait eu aucun outil qui regardait ces deux enjeux ensemble. Et j'aimerais juste rajouter que dans plusieurs différents domaines, qui font pas la recherche forensique, qui est pas basée dans la justice, on voit souvent le monde veut prendre les outils d'un système juridique et on voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec ces approches, telles que Jasmine a mentionné. Alors, on voyait qu'il fallait réfléchir plus clairement à quelque chose qui est pertinent pour une communauté qui est plus renfermée, qui est unique soi-même et qui a ses propres systèmes de gouvernance à l'intérieur. Alors, c'est des éléments importants à considérer. J'adore tellement comment vous 2 ont réfléchi, comment on peut enlever ces conversations, sortir de système juridique ou système plus légal de criminalisation, même si on parle de la justice, mais judiciaire. Et comment on peut obliger de faire, refaire qu'est-ce qui existe déjà dans ce système juridique dans nos propres institutions. Alors, je voulais savoir, vous 2, pourquoi vous avez utilisé pas juste un outil qui existe déjà, parce qu'il existe plusieurs outils de lutter ou évaluer la violence genre et violence à caractère sexuel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un propre outil sur les campus? Alors, retournez en arrière, il y a certains de ces outils qui sont à un fondement sur cette idée de criminalisation ou pense pas à un environnement pro-social. Ils sont souvent créés pour la police et des plus ce système juridique. Et on sait que ces établissements supérieurs d'enseignement sont vraiment sociaux. Ils ne sont pas les mêmes. Alors, il manque des éléments. Dans d'autres outils, ils vont parler d'un historique de criminalité. Et on dit que la majorité des étudiants et étudiantes n'ont pas ces antécédents criminels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas causer du tort. Et on a besoin de prendre une autre vision. Et on a besoin aussi nommer qu'il y a beaucoup de la recherche qui existe à regarder plus particulièrement les individus qui sont criminalisés d'une manière ou d'une autre et sont rentrés dans les institutions. Et ce n'est pas vraiment les évaluations ou les accès et des ressources qu'on a dans les établissements d'enseignement postsecondaire. Sandy, oui, j'aimerais aussi rajouter, ce n'était pas juste Jensen et moi, on ne voyait pas qu'il y avait des valeurs ou quelque chose qui était pertinent, qui existait déjà. On est là sur le dos de ces méthodologies précédentes qui sont basées sur la justice, des outils pour évaluer les risques. Il y a une recherche qui existe, on veut le reconnaître. Par contre, un des enjeux, et Jasmine a dit déjà, mais je vais rajouter, ce qu'on voit avec comment ces différents facteurs de risque sont appliqués et ça
Ça marche mieux avec un groupe qui est dans un système juridique. On parle des personnes qui vont répéter, commis des offenses, qu'ils ont un dossier criminel, etc. Mais quand on veut appliquer ces mêmes facteurs de risque, évaluer ces risques, mais avec les étudiants ou les employés dans ces établissements, on voit que les exemples donnés sont pas hem, fonctionnent moins bien. On n'a pas, les enjeux ou les éléments de risque d'avoir de mauvaises influences sur leurs pairs. Vous n'allez pas voir les étudiants et étudiantes passer du temps avec les gangs ou qui vont passer du temps avec les personnes avec d'autres dossiers criminels. Alors, mais qu'est-ce que ça a l'air à une population étudiante? Ils vont passer le temps avec qui? Qui vont peut-être encourager ou laisser aller leur comportement violent ou non approprié. Alors, on avait besoin de regarder dans un autre échantillon et de prendre comme on peut pas mettre un par-dessus l'autre. On avait besoin de regarder notre contexte particulier. Et j'ai vu un peu les évaluations et ces analyses de risque. Je suis allée à quelques formations. Ouais, ils parlent un menace d'incendie ou du bombe et puis ils parlent de violence genrée. C'est tellement d'un niveau à l'autre. Il y a des enjeux très différents, ces risques. Alors, j'aimerais vous parler un peu, regarder des craintes. Vous avez finalement pris contact, et puis vous avez nommé vos inquiétudes en créant cet outil de gestion de risque et cette évaluation de risque. Alors, c'est quoi les craintes que vous avez dans le passé? Je pense que vous l'avez déjà nommé dans l'outil, mais de juste aller en profondeur. Oui, je pense qu'un des gros enjeux qu'on avait ou craintes, c'est l'enjeu du temps. Et je pense que comment on peut élaborer un outil basé sur la preuve, les expériences pour évaluer les risques dans ces communautés. Et c'était l'enjeu qu'on a besoin de tellement de données à travers une longue période. Et ça, c'est une méthode de recherche actuarielle. Alors, c'est une analyse particulière qu'on peut analyser certaines avec plusieurs statistiques, de mieux regarder les données, de voir c'est quoi les éléments qui devraient rentrer dans cet outil. On a besoin des gros échantillons de données qui vont sortir de plusieurs sources et qu'on veut comme haute qualité. Et mais on n'a pas 20 ans pour le construire parce que le monde vont subir la violence. On n'a pas 20 ans, on a pensé à un autre type, on l'appelle le SPJ, cette approche de jugement um, professionnel structuré. Alors, c'est vraiment, on peut regarder les différents outils. Par contre, ça regarde souvent juste une perspective plus intellectuelle, académique, et pour que ça soit réellement un outil pour la communauté, pour évaluer les risques, on avait besoin de prendre une approche communautaire. Alors, on a pris ce jugement professionnel structuré, cette méthodologie, et on a ressorti pour créer une méthodologie basée sur le consensus. Et les affaires magiques sont sorties de ça. On a pu sortir les personnes à travers le pays pour avoir leurs expériences, leurs idées. Et je vois les personnes qui étaient là sur les panels, je vois dans les participations aujourd'hui. Alors, je veux dire merci pour votre participation. Et quelque chose qu'on a commencé à travailler, c'est le développement de consensus. On a pu regarder la recherche avec notre personne assistante de recherche, Sasuta, et on a pu prendre un consensus sur différents éléments. Alors, on avait 21 facteurs, descendre jusqu'à 16, et puis on a pu sortir 4 regroupements naturels. Alors, on va dire, c'est pas juste informé par la recherche, mais par la communauté d'une manière structurée où on a pu trouver les consensus. Dans les premières rencontres, peut-être le monde était un peu suspect.
de poser la question, allez-vous réellement écouter ce qu'on avait à dire? Et notre argument était toujours oui, on veut trouver un outil qui fonctionne, qui va représenter chaque perspective. Et c'était incroyable et intéressant de voir comment on a pu venir ensemble et tout travailler ensemble. On a vraiment eu des débats pour arriver au consensus et on sent avec les argumentaires qui est beaucoup plus fort qu'on aurait pu faire tout seul. Et à la fin de ces questions et discussions, on a pu vraiment voir et le monde retirer en disant que oui, on avait vraiment créé une communauté de pratique. Alors, ça, c'est une longue manière de dire qu'on a pris une approche traditionnelle et on a pu l'améliorer et rajouter un lentille ou un cadre communautaire pour renforcer cet outil, le rendre plus rigoureux et compréhensif. Et oui, j'aimerais juste souligner encore, on va toujours dire l'élément de temps limité, c'est énorme. Vous avez des conversations avec les petits-enfants. C'est quoi votre pouvoir de super-héros? Qu'est-ce qu'on aurait? C'est de vraiment me figer le temps, geler le temps que ça avance pas. Par contre, on ne pouvait pas le faire. Alors, le temps était un gros crainte pour nous. Et ce qu'on a pu faire de supplémenter dans ce processus traditionnel, j'avais toujours les hésitations de développer des outils. Je voulais toujours juste porter des améliorations à ces outils et comment on peut l'essayer pour assurer sur le terrain, d'assurer que c'est bien utilisé. Parce qu'il y a tellement de recherches qui existent déjà et des outils excellents qui pourraient être améliorés pour assurer qu'ils n'apportent pas des biais, des préjugés, que c'est bien appliqué dans différents milieux. Et alors, pour moi, personnellement, j'évite mes créations de propres outils. J'aimerais mieux améliorer. Alors, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai comme, ah, je ne sais pas, je vais regarder, je ne connaissais même pas Jason. Et j'ai comme, OK, on va créer un outil. Alors, j'allais attendre pour notre première conversation et j'étais tellement reconnaissante juste en regardant son perspective de voir que c'était réaliste et pratique. Moi, j'ai les mêmes valeurs et de vraiment voir comment sur le terrain, on peut utiliser cet outil, comment ça va être utile et pratique. Et on avait besoin de créer un vrai cadre, de faire des vraies limites à cet outil, qu'on fait un plan de c'est quoi l'idéal, mais on avait juste 2 ans pour accomplir. Et je voulais juste dire que peut-être ce type de méthodologie, c'est nouveau pour moi et il m'a vraiment aidé pour arriver au point, mais le monde où je travaille, c'est vraiment dans 2 groupes. On parle de cette approche actuarielle et des SPJ, cet jugement professionnel structuré. Et ça, c'est mes connaissances. Il y a tellement un focus souvent de regarder juste une opinion, un perspective. Et dans ce monde qui est les recherches basées sur la justice et le système judiciaire, c'est vraiment basé sur les variables ou les éléments que le chercheur ou chercheuse pense qui va être plus pertinent. Par contre, dans d'autres milieux, il y a peut-être le monde veut juste regarder les perspectives ou l'expérience des victimes ou et aussi des parties prenantes d'un enjeu particulier. Et nous, on voulait trouver un balance entre ces deux. Alors, d'inclure ces deux, pas juste un ou l'autre, parce que de côté de recherche, je voulais assurer qu'il y a des chercheurs et chercheuses sur ces panels. Et on a assuré aussi d'avoir les parties prenantes, les personnes impactées, impliquées dans ce processus. Et je suis contente que Jasmine a mentionné notre assistante à la recherche, Rusika. Oh mon Dieu, c'est dur de planifier à travers un pays, organiser ces rencontres. Alors, on est tellement reconnaissante qu'elle a pu faire ce travail logistique à travers tous les fuseaux horaires différents. On est un pays énorme. Alors, c'était tellement important d'avoir cette implication de plusieurs personnes. Panel advisory were students, both J'aimerais undergrad. juste rajouter que notre panel pour porter les évaluations, c'était les étudiants et étudiantes, des administrateurs, administratrices
et les employés du soutien de, comme peut-être plus de plancher qui gèrent et connaissent ces expériences de survivantes, des personnes victimes, et on a pu mettre l'énergie, écouter tous les différents perspectives et vraiment que tout est basé sur la violence, basée sur le genre qui passe dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, on posait la question, qui était sur ces panels d'évaluation, de réflexion? C'est les personnes qui travaillaient avec les étudiants et étudiantes, les personnes dans ces mouvements de justice, aussi les personnes qui travaillent avec les différentes personnes qui ont commis du tort, des personnes qui travaillent avec les survivantes. C'était un gros mélange de personnes et il ne faut pas oublier les personnes chercheuses aussi. Alors, c'était vraiment une bonne discussion et plusieurs points de vue. J'aimerais aller en profondeur. Je pense qu'on a un peu répondre à des questions de considération, comment vous avez créé um, ces comités d'évaluation. Et oui, pour courage d'agir, c'est vraiment important qu'on travaille, on a des opinions des personnes qui travaillent dans ce domaine pour assurer qu'on est responsable, redevable et créer des outils qui peuvent aider les personnes qui travaillent dans ces milieux et communautés. Alors, je voulais juste savoir plus sur cet outil. Qu'est-ce qui est inclus dans l'outil? C'est quoi les différents outils? Alors, oui, je vais essayer d'approfondir cette question. Alors, je parle de l'outil et comment c'est organisé. Je vais partager en détail, mais ce qui est différent de cet outil. Alors, on a déjà mentionné comment c'était développé, très différent. Et comment j'expliquais, on parle souvent de système judiciaire. Ça, c'est normalement comment cette question de violence genrée, c'est regardé. Alors, nous, ce qu'on entend dans le monde où je travaille, c'est cet milieu plus actuariel. Alors, au niveau de statistiques, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qui est plus pertinent? Hum, c'est quoi les meilleures manières de imaginer? On peut faire des prédictions des comportements futurs. Alors, on a pu prendre plusieurs bases de données qui avaient des hauts niveaux de détail et qualité. Souvent, on va regarder les dossiers criminels. Alors, parce que c'est souvent je ne sais pas, plus la violence qui est pas judiciarisée, où il n'y a pas de rapport, on ne va pas savoir. Alors, un de mes collègues, il y a quelques jours, m'a dit comment il parle de cette création de plusieurs de ces outils sont au nord des États-Unis et au Canada. On ne voit pas beaucoup de ces outils qui sont de Californie ou Florida. Et on trouve ça intéressant. Mais beaucoup de ces outils étaient créés avec des gros échantillons de personnes. On parle de Canada et les nord des États-Unis. On parle de l'autre partie de l'outil et c'est comment on structure l'approche. C'est basé sur nos recherches et peut-être des études qui vont juste regarder un élément ou l'autre. On parle d'une personne qui a commis du tort et personnes qui n'ont pas. Alors, on va regarder, peut-être il y a des différentes théories de pertinence, comment on va faire une sélection de mieux connaître et regarde des différentes communautés de sondage qu'on utilise. Alors, souvent, les outils utilisés dans l'analyse actuarielle sont mieux que le jugement professionnel structuré. Par contre, le défi, c'est de prendre les données à travers le pays. Comment on va regarder qu'est-ce qui ressort? Comment on va le mesurer? De voir si ce qu'on voulait prédire, comment est-ce qu'on va le mesurer? Alors, si on pense à cet outil de développement pour prévoir ces violences et on veut le faire dans une courte période de temps et on veut faire un suivi avec les étudiants et étudiantes à travers une période plus longue de durée, de faire à travers quelques années. Parce que pourquoi je vais vous dire, on peut regarder les documentations à l'intérieur d'un établissement, dans un collège ou quelque chose. Par contre, cet étudiant ou étudiante vont partir et comment est-ce qu'on peut suivre leur comportement après. Un des enjeux, c'est pas que c'est
impossible, mais ça prend beaucoup plus de temps pour le réaliser. Alors, on savait pour nous de réaliser un outil, de développer cet outil, il faudra regarder sur le jugement professionnel structuré. Peut-être c'est plus facile d'utiliser cette analyse, mais il y a des risques de Hem, prendre plus sur le côté des chercheurs et cette idée d'être un expert dans ce milieu et souvent on dit que non, c'est un terme plus négatif, on veut pas parce que mais on veut, c'est sûr, il y a comme on veut pas dépendre sur les experts. Ces personnes qui ont peut-être déjà des biais, qui pensent qu'ils savent plus que d'autres personnes. Alors, on voulait juste développer un outil qui était plus loin qu'une approche SPG, jugement professionnel structuré. Alors, on avait besoin de plus de recherche, plus de rigoureux avec d'autres parties prenantes. Et parce que dès qu'on va parler de méthodologie, souvent je peux parler à l'infini sur la méthodologie, mais je pensais que Jazz apporte le cadre, cette lentille qui a pu vraiment aider notre processus. Et je sais, on a parlé un peu de cette idée, comment on voulait vraiment aller vers le consensus. Et souvent, on pense que cette méthodologie de consensus, c'est plusieurs groupes de réflexion. Et c'est juste ça. Non, oui, c'est ça, mais c'est encore plus. Il faut chercher des personnes à travers différents secteurs, différents lieux, différents parties prenantes, inclure des étudiants et étudiantes, les survivantes, les personnes plus au milieu juridique. Et puis faire peut-être une approche plus sondée, entendre tous les différentes réflexions, perspectives et prendre le temps. Et puis, je peux dire que on a pu transformer certains facteurs, des facteurs plus concrets. Et c'était vraiment, on a pu sortir des éléments uniques pour ces lieux, ce établissement en particulier. Alors oui, un étudiant, une étudiante typique ne va pas joindre aux gangs de rue ou quelque chose. Par contre, mais on a voyé que peut-être certaines personnes étudiantes voulaient participer dans la culture hyper masculin et on voyait ça tendance. Cet outil va pas juste regarder à la personne qui a causé du tort, mais regarder à des enjeux dans l'établissement d'enseignement. Et on a vu quelqu'un un de nos panélistes, c'est-à-dire de vraiment d'évaluer l'outil d'évaluation de risque pour aider à faire une évaluation de toute l'institution, l'établissement et comment on peut mieux utiliser l'outil ou le transformer, de vraiment faire genre comme une évaluation de tout l'établissement scolaire. On veut être capable d'évaluer c'est quoi les politiques de l'établissement, leurs procédures, est-ce qu'ils donnent du soutien adéquat et propre et important ou bien mesuré. Par contre, oui, si l'établissement va dire, on va savoir qu'il y a toujours cette réseau de chuchotage, désolé, des étudiants. Et c'est pas juste l'établissement qui dit, oh non, on a une institution et des politiques sur la violence genrée et violence sexuelle. Non, il faut être capable d'évaluer, est-ce que c'est vraiment approprié, est-ce que ça marche, est-ce que ça rejoint les besoins de vos étudiants et étudiantes. C'est pas juste les personnes de l'institution, qui font l'administration, qui vont évaluer. Non, c'est les personnes qui luttent pour les meilleurs systèmes, les personnes qui soutiennent les survivantes ont besoin d'être là pour écrire des meilleures politiques. Alors ça, c'est vraiment l'élément juste qui est plus particulier de cet outil. Alors ça, c'est la partie à viser et l'outil est un peu, le document, c'est énorme. Ça prend du temps. Par contre, tout qui existe dans notre document et dans l'outil est étudié. On a eu des révisions avec toutes les personnes qu'on a déjà mentionnées. Et j'aimerais rajouter un des éléments. C'est des questions, c'est quoi l'outil? Et c'est comme on parle de le lancement, c'est vraiment, on parle de violence genrée ou fondée à caractère sexuel. Mais c'est souvent, on va juste sur violence sexuelle. Non, non, ça, c'est une outil qui est plus large. On ne va pas juste regarder la recherche sur la violence sexuelle. C'est plus
petits. Ici, non, notre outil va regarder différents facteurs de risque. On parle de violence entre partenaires, les violences qui est dirigée par le genre et violence sexuelle ou à caractère sexuel. Alors, c'est vraiment plus large. Et comment on fait la définition de violence? C'est pas isolé à un contexte intime ou physique. Non, non, on parle de violence genrée. On peut pas, c'est pas un contact physique nécessairement. Ça peut être à travers les technologies, d'autres formes de violence, exploitation des enfants à travers différents matériels plus numériques. Alors, on voit un cadre plus grand pour la violence parce que c'est pas toutes les violences qui vont mener à un séjour dans l'hôpital, mais on sait que les traumatismes créés par ces différentes violences sont graves. Alors, on veut voir ces ressorts plus larges et pas trop particuliers. Alors, on a vraiment gardé notre focus recherche sur ces enjeux. Oh mon Dieu, mon cerveau bouge tellement rapidement à cause de cette conversation. Ce que je voulais nommer, c'est Jasmine, c'était vraiment important d'entendre parler des différentes politiques dans les établissements, de vraiment confronter les enjeux de justice genrée, justice entre les genres et le hyper-masculinisation et comment les étudiants et étudiantes arrivent dans les établissements. Et on ne peut pas juste parler des politiques internes, c'est pas suffisant. On a besoin de regarder dans les départements d'équité ces discussions autour de l'équité de genre, la justice genrée. Et souvent, ça manque dans nos conversations et je pense que c'est important de nommer comme un élément de risque. Les établissements ont besoin de regarder. On ne peut pas faire dans les vases clos individuels. Et Sandy, merci, me donne tellement de savoir que c'est pas juste cet outil, c'est pas juste violence sexuelle, c'est la violence genrée. Et souvent, en travaillant de ce milieu, beaucoup les professionnels vont manquer les chances de poser les bonnes questions ou les questions appropriées. Et on parle d'un épisode, ça arrive juste une fois, c'est comme, non, vous avez eu un l'harcèlement, non, mais peut-être c'est ton partenaire, ton conjoint, peut-être ça continue à arriver. Et si on oublie de poser certaines questions, c'est souvent les survivantes vont pas recevoir le soin nécessaire parce que les bonnes questions n'étaient pas posées. Alors, tellement le travail que vous faites, ça change tellement et ça porte ces enjeux en tête. Pour cet outil, c'est mieux pour vraiment évaluer les risques communautaires, mais aussi un outil pour les établissements et un outil pour les personnes qui travaillent dans cette communauté d'enseignement postsecondaire supérieur et commencer à imaginer comment euh, prévenir la violence basée sur le genre pour que ça arrive, juste essayer d'arrêter. Alors, c'est de prendre des manières de définir la violence genrée pour pas exclure les différentes formes et exclure les contextes où ces temps arrivent et exclure les personnes qui sont en train de commis ou faire ces gestes violents ces temps. Alors, on a besoin de voir toute l'image pour prendre des décisions et changer ces campus. Et souvent, si on ne porte pas ces réflexions, ça ne va pas rendre service et souvent le monde va se sentir un peu laissé aller par leurs institutions et leurs établissements. Alors, on veut vraiment avoir la chance d'évaluer l'établissement, comment on peut mieux répondre à tous les enjeux qui sont nommés par cet outil. Alors, j'espère énormément ce que ça va commencer à encourager ces conversations et faire les fonctionnaires de réfléchir comment ça va jour à jour sur leur campus, parce que souvent, s'ils connaissent juste la violence sexuelle, ils vont manquer plein de temps qui se passent et la violence qui se passe sur leur campus. Et on voit de plus en plus de jeunes souvent survivre les instances de
violence dans leurs relations intimes et on oublie. Alors, je pense que ça va soulever ça. Alors, je pense que on va répondre à quelques autres questions, mais puis on veut répondre à vos questions des participants ici. Alors, s'il vous plaît, notez dans la boîte questions-réponses. Alors, qu'est-ce que vous avez appris en créant cet outil pour les établissements d'enseignement supérieur ou postsecondaire? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, je ne sais pas, je vais essayer de répondre parce que je pense que Jasmine est en train de réfléchir. J'ai beaucoup appris. J'étais une travailleuse dans un milieu clinique avant. Là, je suis dans un rôle plus académique et dans le milieu intellectuel. Et puis, tu commences à réfléchir plus comme un académique ou un chercheuse. C'est tellement facile d'oublier, d'écouter les voix importantes à écouter qu'on entend plus dans le côté clinique. Alors, mon rôle comme chercheuse, j'ai beaucoup appris des personnes qu'on a invitées de faire ces panels de réflexion um, pour analyse. J'ai appris aussi beaucoup des chercheurs. C'était bon d'entendre leurs différentes perspectives et aussi d'assurer que j'étais capable de mieux niveler et bien me faire le rapport parce que c'est juste entendre les perspectives des étudiants et d'étudiantes, des personnes plus qui travaillent pour le côté administratif. Je voulais avoir quelque chose de pratique, un outil qui pourrait vraiment être utilisé. Je sais que dès que le monde sent impliqué, j'ai appris dans le milieu plus criminel, parce que si le monde ne se sent pas impliqués dans la création, ils ne vont pas voir le valeur. Ils ne vont pas sentir interpellés. Et puis, on basé sur vraiment la preuve, parce que sinon, c'est juste créé d'une manière comme plus intuitive et ses approches. Alors, comment est-ce qu'on engage les personnes? Comment est-ce que les personnes vont s'investir s'il il faut qu'ils voient leur voix dans l'outil? Et ça, c'est ce que j'ai appris beaucoup, de vraiment savoir que pour que le monde s'engage à l'utiliser, d'avoir cette réflexion toujours, que le monde se voit dans les recherches, dans l'outil créé, dans les commentaires. Souvent, dans le côté plus académique et de chercheurs et chercheuses, ça va pas parler des personnes qui donnent des services et qui travaillent avec les personnes victimes. Et je pense qu'on a besoin de toujours garder ces voix balancées, équilibrées. Il faut les deux côtés, même le côté plus basé dans les sciences scientifiques et dans le cherche, il faut avoir une balance des deux. Et c'était un bon rappel, même pour moi-même, d'être capable de réévaluer la recherche que je fais. Et je peux juste nommer qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que j'ai appris. C'était vraiment un mantra féministe que le personnel est politique, l'intime est politique. Parce que souvent, les discussions basées sur le consensus ou de développer le consensus, c'était vraiment m'a rappelé de voir comment le monde sont passionnés et diligents quand ils parlent de leur propre perspective. Et j'ai rappelé ou j'ai pensé que chaque perspective et opinion, c'est important. C'est pas quelque chose que je ne savais pas d'avance, mais juste um, toujours être capable d'avoir comme l'ouverture de voir qu'est-ce que le monde, chaque personne apporte de manière unique et apporte une perspective qui a du valeur dans ces différentes conversations. Alors, qu'est-ce que j'ai vu à travers ces conversations? On a beaucoup plus d'éléments en commun, peu importe où on travaille dans les établissements postsecondaires. Je pense que je savais qu'on avait beaucoup d'éléments semblables en commun, mais plus que je pensais, parce qu'on cherche tous les campus plus sécuritaires à la fin de la journée et d'être capable de soutenir tous les étudiants et étudiantes qui viennent à nos établissements. Alors, je pense que ça a fait du bien. Je veux souligner comment on a tellement d'éléments en commun et de toujours de lutter pour atteindre l'objectif de mettre fin à la violence genrée dans ces établissements, dans nos écoles. J'aimerais arrêter ici, comme aussi voir que c'est arrêté dans nos institutions et c'est arrêté partout. C'est un bon objectif. Et je pense que c'est tellement important de nommer les différents éléments systémiques
um, qui ont une influence. On parle des attaques contre les personnes trans et les enjeux pour les étudiants et étudiantes trans. Et c'est quoi les différents facteurs de risque, c'est des différentes phobies, tout ça qui peut atteindre la sécurité sentie et réelle sur les campus. Alors, je voulais savoir, c'était quoi les éléments que vous avez rappellent ce qui était comme exprimé par vos groupes consultatifs d'évaluation? Et je pense que c'est vraiment quelque chose, ce que j'ai entendu des employés de première ligne, c'était vraiment l'importance de sentir écouté, vu et respecté. Et ça m'a rendu un peu triste parce que ça voulait dire que peut-être ils ne sentaient pas ça dans le travail qu'ils faisaient dans leurs établissements. Et c'est quelque chose qui était quand même entendu à travers le pays. Alors, quand ils participaient, c'est vraiment le fait pour ces employés de participer dans la création d'outils, que c'était tellement important parce que souvent, ils ne se sentent pas entendus ni écoutés. Sandy can probably attest to this too, is when, Un de you mes know, éléments plus préférés, peut-être, et je pense que Sandy va dire aussi, c'est qu'on a entendu que les chercheurs et chercheuses disaient que ça va vraiment changer une approche pratique. Et je sais, Sandy, de dire, a déjà dit ça, qu'on a juste entendu comment les personnes a dit que ça va changer comment ils vont faire leurs recherches et comment ça va être communiqué avec les étudiants et étudiantes qui apprennent à faire les travaux de recherche sur ces enjeux dans les établissements d'enseignement supérieur. Et c'est tous les personnes administratrices sur ces panels ont vraiment pu apporter la suggestion que cet outil pourrait aider aussi l'institution à s'améliorer et voir les manques. Et finalement, je veux nommer que juste avec la participation des étudiants et étudiantes, n'était pas juste là pour être un symbole, mais que ces personnes ont exprimé les sentiments de se sentir comme des égaux dans ces discussions, autant important que les employés, les administrateurs et tristes. Alors, c'est vraiment comment on peut réellement écouter et pas juste tokeniser ou avoir cette personne juste ce fait qu'ils sont juste là de manière symbolique, mais qu'on on écoute réellement et leurs points de vue sont importants. Et j'ai tellement appris comme ça, comme chercheuse, de vraiment élargir comment on apprend, de voir plus large. Et souvent, les êtres humains, on ne veut pas changer, on a la misère de s'adapter, mais c'était un- une expérience difficile, mais de vraiment dire comme non, c'est une autre manière de réfléchir. Moi-même, j'avais besoin d'un peu changer mon mode de travail, mes perspectives. Souvent, on va travailler plus en silo que la violence sexuelle. C'est différent que la violence entre les partenaires ou des relations intimes parce qu'on va vraiment regarder de manière opérationnelle de comment la violence passe. Fait que non, non, on a besoin de réouvrir ces réflexions et juste dire non, tout est la violence. Et comment est-ce qu'on peut prendre ça et le rendre plus intelligent et de éviter ces projections de silos et vraiment faire une approche basée aux enjeux de genre. Et ça va avoir plus d'impact sur les individus et je pense qu'on va avoir un meilleur manière aussi de réfléchir les personnes qui causent ou ont commis le tort. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris pour moi, ce qui était clé. Je ne vais pas aller dans tous les commentaires qu'on a reçus, mais ce que je vais dire en général, de tout le monde impliqué dans notre processus décisionnel, il y avait, d'évaluation, il n'y avait aucune personne qu'on n'avait pas besoin. C'était l'importance de chaque voix. Et là, c'était tellement important. Mais le monde venait de manière très humble et ils se sentaient peut-être moins pertinents et je pense que le monde ne voyait pas à quel point leur cadre, leurs opinions sont importantes parce qu'on voyait les différentes lentilles. Et même moi, je n'ai pas réalisé, peut-être que je suis dans mon propre silo,
Parce qu'avant, et puis tu entends les opinions des autres et tu es comme, oh mon Dieu, oui, c'est important. Et pour moi, ça, c'est mon parti préféré de Kerchak. C'est vraiment cette collaboration de sortir les personnes qui sont souvent pas vues comme experts sur le campus, mais ils sont réellement des experts. Et ils sont souvent trop gênés de se mettre de l'avant. Je pense qu'on a beaucoup de questions. Jasmine Sani, vous pouvez voir dans le chat ou le clavardage de voir les questions. Je ne sais pas si vous aimeriez faire un résumé au mélange de plus ou peut-être vous pouvez décider lesquelles vous aimeriez répondre. Mais je vois 2 questions autour les questions de les personnes trans, les personnes queer ou les personnes dans les relations, des personnes avec le même genre. Parce que souvent, on va toujours parler des relations cisgenrées et des relations hétérosexuelles. Alors, oui, avant qu'on a commencé la conversation, on parlait de nos propres sexualités, mais je voulais savoir où vous étiez où dans cette conversation. Avez-vous réfléchi en développant cet outil? Oui. Alors, rapidement, je vais commenter, mais je pense que Jess peut approfondir. On n'a pas parlé des éléments particuliers. On attend quand on va lancer l'outil que le monde va regarder comme le manuel d'explication. Mais ce qu'on regardait des différentes expériences et des identités marginalisées. On a regardé et puis inclure des éléments particuliers de crainte qu'on trouve que c'est important d'évaluer les risques pour toute la communauté et aussi pour l'institution, le milieu d'enseignement, de regarder est-ce qu'il y a est-ce que vous voyez beaucoup de cette communauté? Peut-être c'est des éléments que vous avez besoin de porter plus attention. Alors, on a des éléments dans l'outil qui sont vraiment mettre l'accent sur ces enjeux. Par contre, on n'a pas séparé comment quelqu'un s'identifie et les enjeux de racial ou si quelqu'un est racisé. On n'a pas pu le sortir tout. On aurait pu, mais on voulait assurer que l'outil est inclusif parce que si c'est trop particulier, tout le monde va dire comme non, ça ne s'applique pas, ça s'applique pas. Alors, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire par une expérience marginalisée. Alors, peut-être l'identité de l'individu, ça peut être ciblé par quelqu'un d'autre. Non, on ne voulait pas. On voulait avoir beaucoup porter attention de ne pas cibler les personnes et juste voir, mettre l'accentuation sur une expérience de marginalisation que les personnes puissent peut-être s'identifier ou voir. Et oui, l'outil, on fait une définition des différents 2 facteurs, ou des obstacles que les survivantes vont rencontrer et des facteurs d'une expérience de vécu marginalisé. Ça, c'est 2 éléments clés. Et souvent, c'est des éléments que les personnes qui vont commettre les torts ou qui ont commis des torts vont s'en profiter de ces 2 enjeux. Quelque chose qu'on a vu dans notre recherche, c'était de vraiment sortir dans tous les différents, si on va juste rentrer dans tous les différents types d'entités sociales, ça va moins nous permettre d'avoir un bon perspective et approche intersectionnelle. Alors, on veut vraiment regarder de pourquoi quelqu'un peut-être pourrait être marginalisé et quelqu'un va peut-être leur cibler, mais pas rendre trop, je pense, on veut le garder intersectionnel et on veut toujours que ça soit pertinent pour les personnes survivantes et que les établissements peuvent utiliser pour toute la population étudiante. Je pense que la conversation autour de l'intersectionnalité, c'est important. Je sais, je vais juste rappeler à tout le monde, c'est le début de cet outil. Alors, on veut recevoir les commentaires de notre communauté de comment on peut renforcer cet outil et qu'on ne veut pas judiciariser et criminaliser nos communautés. Souvent, quand on fait l'analyse des risques et créer cet outil, on parle, exemple, le mariage forcé. Et puis, on va dire, si c'est des personnes qui sont du sud asiatique, ça, c'est un facteur de risque. Et on a besoin de porter attention parce qu'on ne veut pas porter des conclusions racistes.
est dangereux. Et ça, c'est pourquoi, oui, je voulais juste commenter que ça, c'est pourquoi on ne voulait pas faire une segmentation des identités. Ça donne le défi aux utilisateurs et de cet outil de voir l'identité plus large dans une manière intersectionnelle et pas faire des segmentations et comme faire comme une recette de c'est quoi leur niveau de risque. Parce que non, une personne, c'est pas juste une recette, c'est pas tout segmenter une identité et l'autre. Non, c'est une affaire holistique. Alors, je pense que c'est important de nommer ça. Merci d'avoir soulevé ça. Alors, j'ai vu beaucoup de questions autour de comme c'est quoi les prochaines étapes, comment je peux avoir accès à cet outil. Alors oui, de courage d'agir, le site web et le site web de Possibilities, les deux, on va faire un lancement d'une nouvelle site. Vous pouvez les trouver. Alors, cet outil aussi, il faut rappeler, c'est créé pour les établissements d'enseignement supérieur. Et puis, le monde pose la question, est-ce qu'on peut utiliser l'outil dans d'autres milieux? Et non, en ce moment, c'est notre première phase et on veut vraiment que cet outil soit juste pour les établissements postsecondaires. Si vous aimez créer un plan individuel et pour comme adapter l'outil, on peut parler dans le futur, mais l'outil en ce moment, c'est vraiment pour les établissements d'enseignement postsecondaire. Et une des questions que j'ai vues, ça a dit si j'ai pas de formation dans la violence genrée, sur la violence sexuelle ou basée à caractère sexuel, est-ce que je peux juste commencer à utiliser cet outil? Alors, je pose la question, c'est pour qui cet outil? C'est quoi les prérequis? Qui veut commencer? Je ne sais pas. Toi, tu peux aller de l'avant. Alors, je pense que non, je connais bien cette section. Idéalement, l'aspiration, c'est les individus qui travaillent ou s'engagent à travailler dans la lutte contre la violence genrée. Alors, il faut avoir une compréhension de comment on travaille avec la violence genrée et la violence sexuelle ou à caractère sexuel, vraiment dans un établissement d'enseignement postsecondaire. C'est pas juste un ou l'autre, c'est vraiment de comprendre l'intersection dans ces milieux, ces établissements. Alors, dans l'outil, oui, il y a des apprentissages supplémentaires que le monde peut regarder. L'autre enjeu, c'est vraiment comment travailler avec les personnes qui ont commis des torts et des personnes qui sont des personnes mises en cause dans ces milieux postsecondaires. Il faut savoir aussi d'avoir les bonnes compétences d'entrevue. Et ça, c'est pas juste quelque chose que tu peux faire un petit cours. Non, c'est une étude, c'est une grosse formation. Alors, c'est les personnes qui travaillent sur la violence basée sur le genre dans les établissements d'enseignement postsecondaire. C'est pour ces personnes. Et puis aussi, quand est-ce qu'on peut utiliser l'outil? Quand? En général, c'est quand il faut prendre des décisions, mais on peut l'utiliser aussi quand il y a des questions autour de la sécurité et santé de notre communauté. Alors, si on est si on réfléchit sur qu'est-ce qui se passe dans nos communautés, comment ça sent, ça va, on peut utiliser l'outil. Aussi, quand on réfléchit à l'utilisation de cet outil, on voulait assurer que c'est accessible. On voulait assurer les personnes dans notre communauté et des universités, des différents collèges peuvent utiliser cet outil. Mais on voulait assurer ce que Jez a dit, qu'il faut avoir un contexte d'expérience. Tu ne peux pas juste sortir le feuille de sondage du travail. Tu ne peux pas juste commencer à juger quelqu'un comme essayer de... il faut vraiment lire les directions, le manuel, il faut prendre le temps. On ne peut pas juste décider de comment quelqu'un reçoit un taux vraiment ou reçoit un certain valeur avec cette évaluation. Non, 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 il faut lire le manuel, toutes les indications. Je sais que ça me fait penser à mon partenaire qui pose toujours la question si je lis les manuels avant de poser des questions. Alors, je veux juste vous
Donc, merci à vous deux. Souvent, les personnes avec nos outils pour courage d'agir, ils vont dire, oh, le document est trop long, est-ce que tu peux juste me dire les 5 meilleures affaires et je vais aller de l'avant. Et dire, non, c'est des pratiques communautaires, c'est des grandes conversations. C'est un travail qui continue. On veut continuer à recevoir du financement pour continuer ce travail, ce projet. Alors, s'il vous plaît, remplis le sondage et nos évaluations. Et je veux juste dire à tout le monde, merci pour votre temps. Merci de faire tout ce suivi. Ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus, le courage d'agir. Alors, je veux juste remercier tout le monde qu'on ne voit pas. Anuth, Aubrey, Anna, Laurie, Maya. Désolée, je pense que j'ai manqué un. Mais tout le monde, arrière scène, Adrienne, et on a plusieurs personnes qui nous aident, qui nous soutiennent. C'est tellement important de engagés dans ces conversations ensemble et avoir tout le personnel de courage d'agir. Je veux juste aussi dire, Jasmine, Sandy, vous deux, je veux vous remercier. Et aussi, on peut télécharger l'outil à notre centre de connaissances. Vous voyez le lien dans le clavardage. Je continue à remercier tout le monde. C'est tout un travail d'équipe. Je veux ça à nous, à Brittany, qui a vraiment donné des commentaires sur plus de questions sur le côté manuel. Ils ont donné du feedback et je veux dire merci tout le monde d'être capable d'apprendre à côté de toute l'équipe. Et vraiment, vous pouvez avoir sur on va avoir un nouvel Possibility Seed site web. Alors, ça va être lancé bientôt et aussi, ça va être sur notre site web de Courage d'agir aussi. Alors, merci énormément tout le monde. C'était génial ce travail et c'est fun de voir le monde à travers le Canada et aussi aux États-Unis, de voir plusieurs représentants. Et je vois, il y a certaines personnes qui ont pu créer les premiers courages d'agir avec moi ici. Je veux juste remercier Dr. Jasmine, Dr. Sandy. Vous êtes des personnes brillantes et comment c'était tellement important un outil créé par les personnes racialisées et avec vraiment un engagement pour cette justice. Alors, l'outil est disponible, mais ce n'est pas pour l'utilisation commerciale. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais s'il vous plaît, prenez le temps de lire le manuel en premier. Et aussi, dans le milieu, en Canada, on commence à faire nos applications pour le financement. S'il vous plaît, donnez-nous des sous, le financement. Merci. Bonne journée.